Salut cyberindépendants et futurs cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui j'interviewe quelqu'un de spécial sur ma chaîne, donc ça me fait extrêmement plaisir. Stan, merci d'être là ce matin. Je vais interviewer Stan voilà, pendant à peu près 1 heure. On va parler marketing, on va parler business en ligne, on va parler aussi de son histoire et de son livre. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on va apporter, je pense, énormément de valeur. Stan, écoute, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, je vais t'inviter à te présenter, tout simplement. Donc voilà, parle-nous un petit peu de toi. Donc, merci Alex pour l'invitation. Je m'appelle Stan Leloup. J'ai commencé sur le marketing en ligne en 2012. À l'époque, je faisais des sites de séduction. On pourra parler de ça si ça intéresse les gens plus tard. Mais aujourd'hui, je suis surtout connu pour un site qui s'appelle marketingmania.fr et notamment pour une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania sur laquelle j'ai, au moment où on enregistre, 294 000 abonnés, sur laquelle je partage des analyses marketing et des études de cas marketing parce que ma mission sur mon site, c'est de montrer aux entrepreneurs comment ils peuvent gagner de l'argent en utilisant la psychologie humaine. Et comment est-ce que tu peux aller au-delà des hacks et des petites tactiques et de comment choper les emails de personnes, etc. et penser de manière plus profonde à la psychologie de ton client pour comprendre comment est-ce que tu peux produire quelque chose qui va l'intéresser et derrière lui vendre quelque chose. Et récemment, j'ai écrit un livre qui s'appelle Votre empire dans un sac à dos, qui parle de ces mêmes sujets, qui parle de comment est-ce qu'on peut décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. C'est le titre du livre complet que je t'ai donné. Voilà, c'est mon activité actuelle. Ok, entrepreneur voilà, sur Internet, c'est vrai que tu as démarré dans la séduction. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors pourquoi en fait pourquoi tu t'es mis dans cette niche, justement? Donc, j'ai démarré dans la séduction avec une idée qui était assez foireuse, on va dire. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, la séduction, ce que les gens veulent, c'est draguer des filles. Ok, je vais essayer de leur expliquer comment draguer des filles. Il s'avère que ce positionnement-là, tout le monde le fait en fait. Et le problème Mm. dans la séduction qu'on a, c'est un problème qui est similaire au domaine du marketing Internet et de comment gagner de l'argent sur Internet, c'est que tu as euh, des promesses qui vont toujours aller dans la surenchère. Donc en séduction, le premier gars qui est arrivé et qui t'a fait voilà comment draguer des filles. Le deuxième gars, il fait voilà comment draguer des filles si vous êtes, même si vous êtes moche et vous n'avez pas d'argent. Le gars suivant, il fait voilà, même si vous êtes moche, vous n'avez pas d'argent, euh, vous ne voulez pas sortir de chez vous et comment le faire en moins de 5 minutes et avoir le numéro de téléphone. Et puis en plus, vous pouvez sortir des top modèles, etc. Donc tu vois, c'est de la surenchère toujours. Ouais, Et à un toujours. certain point, c'est en mode les techniques d'hypnose pour draguer n'importe quelle fille avec des phrases cachées sans avoir l'air de draguer, sans jamais vous faire rejeter, etc. Ouais, les 5 Donc, c'est, secrets, les trucs, ouais, je vois. donc c'est assez rapidement, c'est un problème. Maintenant, tu rajoutes ça une deuxième couche de difficulté qui est que la séduction, c'est un domaine où il y avait déjà, quand j'ai commencé en 2012, des très gros sites dans ce domaine-là, Ouais. des sites qui avaient des rédacteurs en fait à plein temps qui sortaient des articles à longueur de journée et qui en fait étaient ultra bien référencés sur Google, qui avaient 5-10 ans d'avance déjà sur moi, qui Mm. étaient déjà ultra bien installés, qui publiaient une quantité énorme de contenu. D'un coup, moi, je débarque en tant que petit mec en solo tout seul. Voilà, moi, ça faisait longtemps que je m'intéressais à la séduction. J'étais à l'origine extrêmement timide. J'avais réussi à surmonter en fait ces blocages psychologiques que j'avais. Je me dis, je vais peut-être partager ça. Mais en face, je me fais totalement massacrer par des gens qui ont 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois mon trafic, et qui ont du staff, qui ont des équipes, qui ont de l'expérience, qui ont de la légitimité. Tu vois, donc, je me dis, bah, OK, comment est-ce que tu fais sur un marché qui a déjà des concurrents et qui a déjà plein de promesses Mm. pour te différencier, sachant qu'à un certain point, je ne pouvais pas faire des promesses qui étaient plus grandes que ce qui était déjà les promesses qui étaient Ah, là, elles ouais, étaient c'est clair. impossibles. Mm. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la question du marketing. Et la première question marketing que je me suis posée, c'est comment est-ce que tu te différencies euh, de tes concurrents qui sont plus gros. Et la deuxième question marketing que je me suis posée, c'est comment est-ce que tu rends des promesses crédibles dans un domaine où les promesses qui sont faites sont totalement absurdes et où les gens sont déçus des promesses Mm. qu'on leur a faites et qui ne se sont pas concrétisées. Ouais. Et donc, j'ai abouti sur quelque chose qui était assez surprenant pour les gens. En fait, si tu n'as pas l'habitude du marketing, tu te dis la solution, c'est toujours faire des plus grosses promesses. Mm. J'ai eu l'idée que tu pouvais combiner ces deux solutions en faisant des promesses qui étaient plus spécifiques, plus petites, plus modestes, mais du Mm. coup qui allaient être réalistes et du coup qui allaient être différentes. Et je suis revenu, et on pourra parler si ça t'intéresse tout à l'heure de comment est-ce que cette idée m'est venue, mais je suis revenu avec Ouais, une idée qui carrément. était, OK, au lieu de te dire comment draguer n'importe quelle fille, ma promesse, ça va être aujourd'hui,
tu es un gars et tu t'intéresses à la séduction parce que tu es assez timide et tu lis des conseils de séduction et tout le monde te donne des techniques en 112 étapes sur comment Ouais. aborder n'importe quelle fille. Mm. Maintenant, si tu es de base timide, tu es anxieux pour aller parler à quelqu'un, si en plus on te donne les 12 étapes indispensables à ne pas louper, tu es déjà anxieux, là c'est bon, tu vas t'emmêler les pinceaux, tu es mort. Tu ne vas même pas y aller parce que c'est devenu encore plus compliqué que ça l'était. Mm. Ce que j'explique aux gens, c'est de dire aujourd'hui, voilà, ton problème, ce n'est pas les techniques compliquées, ton problème, ce n'est pas nécessairement de draguer n'importe quelle fille, ton problème, c'est que tu as super peur et tu es tellement paralysé par la peur. Ensemble, on va travailler sur une seule question. Es-tu capable de surmonter ces peurs pour être capable de passer à l'action? Et tu verras une chose, c'est que quand tu passeras à l'action, tu pourras être fier de toi parce qu'au moins, voilà, tu n'es plus quelqu'un qui n'ose rien faire et qui est caché dans son coin en espérant que les choses se passent pour lui. Au moins, tu seras dans l'action, tu seras dans le truc. Alors, ça va marcher, ça va pas marcher, tu auras des succès, tu auras des échecs, c'est pas très important. Au moins, tu vas regagner ton respect de toi que tu n'avais pas vraiment au départ. Tu manquais de confiance en toi. Et en plus, les coachs en séduction qui te donnaient des trucs ultra compliqués, qui t'ont dit que si tu n'avais pas le courage d'aborder des filles dans la rue à la chaîne, tu étais une mauviette. Et donc, du coup, moi, je vais juste t'apprendre à surmonter ces peurs. Et j'avais ce message qui était plus modeste, plus Mm. simple, mais à la fois différent, que je pouvais vraiment porter et que je pouvais vraiment, du coup, remplir. Parce que, voilà, aider une personne à surmonter quelques peurs, c'est quelque chose qui est beaucoup plus réaliste. Là où tu ne peux pas vraiment promettre aux gens tel ou tel Ouais. succès, tu vois, tu connais Mm. pas la situation de base des gens, etc. Mais en fait, j'ai réalisé que les gens, ce qu'ils voulaient vraiment, c'était pas forcément juste coucher avec des filles. En fait, c'était d'avoir l'impression qu'ils étaient dans un certain contrôle de leur vie, que les gens les appréciaient, qu'ils pouvaient quand même avoir une bonne réaction de temps en temps et qu'il y avait quand même des gens qui allaient les apprécier en retour et que du coup, ils n'étaient plus du coup, les gens complexés qui restaient dans leur coin. Mm. Et c'était mon premier site séduction académique qui ensuite a eu d'autres produits et un certain parcours sur plusieurs années. Mais c'est là où j'ai commencé à comprendre que n'importe qui pouvait créer un site web, n'importe qui pouvait faire des grandes promesses. Mm. Le talent et la compétence qui allait faire la différence, c'était qui est capable de réfléchir de manière beaucoup plus subtile à la psychologie client pour te faire une promesse qui va être à la fois crédible et qui va être persuasif, quoi. Et qui va être différente et qui va pouvoir sortir du lot même sur un marché où tu n'es pas le premier à y arriver. Ok, ok. Donc ouais, en fait, tu as vraiment, je pense, fait au début cette analyse du marché. C'est vrai que tu voyais beaucoup de surenchères. Donc des personnes voilà, qui te promettaient, comme tu disais, bah, de rencontrer 10, 15, 50 filles, je ne sais pas jusqu'à où ils ont pu aller. Et donc, tu as pris, donc, tu es revenu un peu à la source, en quelque sorte. Tu as vraiment un peu sourcé le problème principal qu'avaient ces gens. Et c'est en fait comme ça que tu as défini, et je trouve que c'est super intéressant, que c'était pas forcément peut-être le nombre de personnes qu'elle allait rencontrer, le nombre de filles qu'elle allait rencontrer ces mecs-là, mais plutôt justement le fait de combler un peu un besoin ou enfin, une peur qu'ils avaient en eux. Donc tu as vraiment en fait pris ton temps, je pense, pris un peu de recul et vraiment pile tapé là où il fallait en fait. Et je pense que là, tu as eu un succès quand même. Est-ce que tu as eu vraiment du succès, un gros succès ou pas donc, avec ces stratégies-là au début, quand tu t'es lancé? Donc, pour clarifier, tu vois, je ne veux pas donner l'impression que dès que je me suis lancé, j'étais un espèce de super stratège. En réalité, je me suis lancé Ouais. avec un site qui était un peu foireux, avec une promesse qui était Mm. assez générique, avec quelque chose qui n'était pas terrible. En même temps, je ne voulais pas non plus faire des promesses qui étaient excessives. Donc, j'essayais d'être assez modeste dans mes promesses, mais du coup, j'avais quelque Mm. chose qui n'était pas très différent. Et en fait, c'était sur la pratique où je m'apercevais que, ben voilà, concrètement, là, je suis dans mon business, faut que je trouve un moyen de le différencier. Et Ouais. petit à petit, j'ai évolué vers ce positionnement. Notamment, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais un gars qui était un super fan de ce que je faisais, de ce que j'écrivais. J'écrivais des articles, il aimait bien mes articles. J'ai pas beaucoup de fans, mais quelques personnes aimaient bien ce que je faisais. Du coup, j'ai Mm. changé des emails avec eux. Et ce gars-là, il m'envoyait plein d'emails et je discutais avec lui. J'essayais de le coacher. C'est vraiment de résoudre le problème en fait pour un individu qui était ce gars-là. Et je comprenais, mais ce gars-là, il a lu tous les conseils de séduction au monde et pourtant, il est encore bloqué. Et pourtant, c'est un gars qui est intelligent. C'est un gars, tu vois, et souvent, c'est intéressant parce que c'était pas les gars les plus moches qui venaient de voir. Tu vois, il n'y avait pas de problème évident. Tu vois, c'était Ouais, pas ouais, genre, ouais. c'était uniquement un problème psychologique qu'il avait qu'il fallait que je trouve comment résoudre. Et donc, du coup, j'ai accompagné ce gars-là pendant super longtemps, gratuitement. Enfin, je l'ai coaché gratuitement, fondamentalement, par email, par Skype. Et j'ai commencé à comprendre vraiment la psychologie du gars et son problème. Et j'ai compris comment est-ce que je pouvais lui faire une méthodologie et une promesse Mm. qui allait lui parler et qui allait le convaincre. C'est comme ça que j'y suis arrivé. Euh, il me semble que tu m'avais posé une autre question et que je suis venu sur une parenthèse. Et du coup, la question que tu avais.
Est-ce que tu avais eu un succès rapide ou pas, Quel était justement, le sur succès? cette stratégie? Effectivement, ouais, Ah, effectivement. Donc, j'ai lancé sur ce site un premier produit qui s'appelait Séduction Totale, qui était avant que j'ai cette réalisation. ouais, Ce produit-là, même gratuit, personne n'en voulait. C'est-à-dire que j'ai fait, voilà, je cherche des bêta-testeurs pour le faire gratuitement, etc. Personne n'en voulait. Pourquoi? Parce que ça s'appelait d'accord, Séduction Totale. Ça n'avait aucun sens. C'était la promesse la plus large. ouais, Devenez populaire, faites-vous des amis, séduisez des filles. C'était le premier truc que j'ai fait. Et donc, ouais, du coup, personne n'en voulait, c'était nul. Donc, je l'ai mis dans un carton et puis j'ai commencé à faire mes trucs et j'ai trouvé mon positionnement, etc. Plus tard, j'ai trouvé cette idée dont je te parlais sur mon TCPer. Et mmh, du coup, j'ai ressorti de mes cartons une grande partie du travail que j'avais fait sur mon premier produit. J'avais écrit tout un tas de trucs et je les ai récupérés, sauf que je les ai repositionnés entièrement sur cette idée de comment surmonter ses peurs et des étapes pour surmonter ses peurs et de ce qui était important, etc. dans ce domaine-là. Donc, en fait, j'ai récupéré une grande partie de ces informations-là ouais, et j'ai relancé mon produit sous le titre du coup du plan d'action. Passer à l'action quand ça fait longtemps que vous lisez des conseils mais que vous avez toujours pas démarré. Et le premier lancement, c'était un produit que je vendais à 69 euros. Et le premier lancement avait fait environ 1350, 1500 euros dans ces eaux-là, si je me ouais, souviens bien. Ce qui était OK. cool pour moi parce que j'avais Bah déjà oui, essayé de vendre ce truc et littéralement, tu vois, je n'arrivais pas à le donner. Les gens n'en voulaient pas gratuitement et d'un coup, ils étaient ouais, prêts à payer pour quelque chose qui était dans l'essence des conseils que j'allais donner, plus ou moins la même chose, mais qui était entièrement repositionné et repensé avec une nouvelle promesse, une nouvelle page de vente. Et entre deux, je m'étais entièrement formé au ouais, copywriting, mmh, etc. Et voilà, donc c'était mon premier truc. Et du coup, à partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé à le lancer de manière régulière et ça faisait au départ 1500 euros par lancement. Après, c'était à 2500, 3000, 5000. Ça se stabilisait à peu près à ce niveau-là. Et, et voilà, c'était à peu près à ce niveau-là pendant une longue période. Et après, ma stratégie, c'était du coup de faire d'autres produits, d'avoir d'autres produits. ouais, Ensuite, j'ai ouais, lancé mmh, différents produits. Notamment, j'avais lancé un produit sur la sexualité qui avait super bien marché et ouais, qui avait pu doubler mon chiffre d'affaires en le faisant. Donc, pour moi, c'était vraiment il y a vraiment eu, tu vois, en gros, je suis passé de, je fais des articles et quelques podcasts, mais il se passe pas grand-chose. À tout d'un coup, mmh, bah, j'ai une offre qui marche à chaque fois et je suis capable de la lancer de manière régulière et je sais plus ou moins voilà, le taux de conversion que je vais avoir sur ma liste. Et du coup, j'avais voilà, une base de quelque chose qui pouvait ouais, devenir un mmh, business. Parce que la réalité, c'est que quand tu as fait 0 euros, t'imaginais faire 3000 euros par mois, ça semble énorme. Tu vois, tu te dis, oh, ouais, comment est-ce c'est que je vais passer compliqué, de ouais, là à là? mmh, Mais mmh, quand tu as déjà trouvé et comment faire 1000, 1500 euros, tu te dis, OK, bah, si je veux faire 3000 euros, il suffit que je fasse 2 fois la même chose et ouais, que je le fasse de manière plus régulière. Donc, il y a encore mmh, du boulot. Mais tu as quand même compris, tu as quand même une bonne preuve de concept, tu as quand même il y a quand compris même la quelles base, étaient les ficelles, tu mmh, vois. Plus de, mmh. plus de, de trafic, plus de produits, De et voilà, produits, et tu l'as, et grosso cetera. modo. Voilà, ouais, ouais. Ouais. Après, tu peaufines un peu tes arguments, tu retravailles un peu ta promesse et après, voilà, logiquement, ça évolue. Alors, OK, juste avant de parler après de Marketing Mania, ce qui aujourd'hui, voilà, tu as presque 300 000 abonnés au moment où on enregistre cette vidéo. Je voulais revenir un petit peu donc à tes débuts et ça, moi, c'est quelque chose que j'adore parler de ça. C'est pourquoi, en fait, tu as eu ce déclic de te lancer dans les business en ligne? En fait, à quel moment tu t'es dit parce qu'il me semble que tu étais dans une école de commerce, je crois? Yes. En fait, à Ouais. quel moment tu t'es dit: «Voilà, j'ai une ligne droite toute tracée, école de commerce, super boulot derrière. Pendant 40 ans, je suis tranquille, je vais avoir un bon boulot, je vais pouvoir, m'acheter ce que je veux et cetera et après je prendrai la retraite plus tard, machin, tout ça». Et comment donc tu t'es dit: «Voilà, je laisse ça de côté et je vais me lancer sur un truc que les gens connaissent pas trop, qui est un peu sombre encore, tout ça, internet, voilà, c'est encore, surtout que je crois que c'était en 2011-2012 dans ces eaux-là. Donc voilà, bah, dis-moi alors pourquoi tu as eu ce déclic? Il faut savoir que j'ai fait 2 ans de prépa. Ouais, Donc, la prépa, c'est la souffrance. Tu bosses comme un taré pendant 2 ans pour avoir ton concours, sous pression constante, sous stress. Pour avoir mon école, j'ai eu mon concours. Je suis rentré exactement dans l'école que je voulais. Grande école de commerce, prestigieuse. Mes parents se disent, c'est bon, mon fils enfin a réussi quelque chose. et C'est la fierté de la famille. Tous mes camarades de prépa, on était trop contents d'être intégrés là. Tu vois. Et je rentre là
Et d'un coup, je regarde autour de moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Pourquoi est-ce que je suis là? Parce qu'en fait, je ne m'étais jamais posé la question de pourquoi j'étais là. Ouais, En fait, ouais. c'est quoi? Tu es au lycée, on te dit, vas-y, tu vas faire quoi après le lycée? Ah, il faut faire prépa parce que c'était bon, tu vas faire prépa. Ok, bon, j'ai deux choix. J'ai la prépa ingénieur, j'ai la prépa école de commerce. Et du coup, j'ai fait prépa école de commerce. Tu vois, mais je me suis jamais posé la question de pourquoi est-ce que je faisais ça. Bon, après, j'avais vaguement en tête l'idée que, en gros, que j'allais pouvoir voyager. Ouais. Euh, tu vois, j'avais rencontré un gars, mais c'était très, très vague, quoi. J'ai rencontré une fois un gars qui avait fait école de commerce et qui ensuite travaillait dans des banques et qui avait voyagé dans différents pays. Tu sais, il avait vécu en Suède. Ouais, D'accord. c'est cool, Ouais. tu peux voyager, tu as des boulots. J'avais une idée extrêmement vague de ce que ça représentait. Maintenant, Mm. j'arrive en école de commerce et du coup, je signe un prêt étudiant de 45 000 euros et je commence à comprendre ce que c'est en fait que l'école de commerce et le boulot que je vais avoir derrière. Et en fait, je découvre que la plupart des gens, des débouchés, ça va être de l'audit, ça va être Mm. du cabinet de conseil en management. Euh, voilà. Et tu vas faire ça et tu vas avoir ce boulot-là et c'est ton débouché. Mm. Et le problème que j'avais, c'était que je n'étais pas particulièrement fan en fait, des gens qui étaient avec moi dans cette école. Et je ne me sentais pas particulièrement à ma place en fait. Et j'étais un peu, je suis entré dans ce tunnel, dans cette ligne droite, comme tu dis, mais je ne suis pas trop à ma place. Mm. Par contre, ce qui se passe, c'est que voilà, j'ai 45 000 euros à rembourser dans 5 ans. J'ai Ouais. 5 ans pour trouver autre chose, ou alors j'ai plus le choix. Parce que une fois que tu as tes mensualités qui tombent, tu n'as plus le choix. Tu peux plus aller. Tu Puis vois, après derrière. c'était des trucs, tu vois, des mensualités qui étaient significatives. Mm. Par contre, tu as l'avantage, tu as jusqu'à diplômer plus, je crois, 2 ans. Donc, du coup, j'avais une petite marge, tu vois, de manœuvre. Donc, je me dis, est-ce que je ne peux Ouais. pas trouver autre chose? Et il s'avère qu'à cette époque-là, j'avais déjà développé un intérêt pour la séduction. Et en fait, le premier moment, et je raconte pas souvent cette histoire, mais le premier moment en fait où j'ai eu cette idée du business en ligne, j'ai jamais cru moi que je pouvais être entrepreneur. C'est pas une idée qui m'est venue naturellement en tête. Je pensais pas que c'était quelque chose qui existait, qui était une idée qui était valide. C'est pour ça Ouais. que l'idée m'est pas venue de manière immédiate. Sinon, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Mais voilà, j'étais juste un peu perdu et je cherchais des trucs et puis je m'intéressais à tout ce qui était séduction, développement personnel. Ouais. Et en fait, un de mes blogueurs préférés, qui s'appelle Mark Manson, Ouais. avait posté une annonce sur son site et il disait voilà, je recrute 2 personnes. Vous allez venir avec moi vivre en Colombie, à Medellín, Ouais. et on va bosser pendant 6 mois sur le business. Et ça m'a explosé le cerveau, en fait. Non, parce que c'était mon blogueur préféré, bosser pour lui, etc. Ouais. Et parce que ce gars-là, tu vois, il vit en Colombie, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le gars, il peut vivre en Colombie. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ouais. Comment c'est Ouais. possible? Ouais. J'avais jamais, tu vois, eu ce déclic que, tiens, il y a des gens qui le font vraiment. Et du coup, j'ai directement postulé à son truc, à son offre, en me disant, en gros, je suis prêt directement à donner mon école en première année pour aller bosser 6 mois pour ce gars en Pour Colombie aller et là-bas, apprendre ouais. comment il fait. Ouais. Ouais. Il Mm. s'avère que j'ai pas du tout été pris à ce truc-là, mais ça avait mis une graine dans mon esprit. Mm. Et du coup, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à découvrir ce monde-là à travers notamment la semaine de 4 heures. J'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts dans le domaine Mm. et je me suis dit, OK, bon, j'ai maintenant 4 ans devant moi, quand j'étais en fin de première année, j'ai 4 ans devant moi pour faire fonctionner ce truc-là. Ou pendant 4 ans, on me fout relativement la paix tant que je fais mes trucs. Si en 4 ans, j'arrive à décoller, je peux quitter mon école et faire ça à plein temps. Mm. Euh, mais c'est un peu ma deadline. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans et c'est comme ça que j'ai démarré. Ok. Ouais, bah ouais. Puis je pense que le fait d'avoir une sorte de deadline, si tu veux, d'avoir en plus ce crédit étudiant en plus, je pense que ça a du bien te booster et te faire passer à l'action. Chose qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se lancent pas parce qu'ils ont peur de passer à l'action. Et ça, qu'est-ce que tu en penses de toutes les personnes voilà, qui auraient peur aujourd'hui de passer à l'action, de se lancer sur les business sur Internet? Qu'est-ce que tu leur dirais? Après, je pense il faut partir du principe que ce que tu vas faire là où tu vas démarrer, ça va quasiment être nul. C'est-à-dire que si tu vois, tu es quelqu'un et tu te dis, OK, j'ai jamais fait de vidéo YouTube dans ma vie et je veux faire une vidéo YouTube, la première vidéo, elle va probablement pas être terrible. Hein. Ouais. Regarde-moi les premières vidéos que j'ai faites et pourtant, j'avais déjà de l'expérience de créer du contenu Mm. et elles sont pas terribles, elles sont pas très bonnes. Donc, Donc, c'est de vrai. base, il faut que tu comprennes que le premier livre que tu vas écrire, si tu n'as jamais écrit quelque chose, le premier scénario que tu vas écrire si tu es scénariste, la Mm. première vidéo que tu vas faire, le premier podcast que j'ai fait, ils sont inécoutables. Euh, c'est un peu un truc qui est acquis, tu vois. Ouais, Donc, ouais. l'idée de dire je ne veux pas me lancer parce que ce que je vais faire, ça ne va pas être parfait, ça ne va pas être bien, c'est un faux problème parce que de toute manière, je peux déjà te dire que ça ne va pas être bien, mais que tu devras traverser cette période
pour arriver à un moment où tu vas commencer à savoir un peu ce que tu fais. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose de démarrer sans avoir l'impression de te dire il faut que je fasse un business de ouf, il faut que je révolutionne mon marché, il faut que je fasse un truc qui a le potentiel de faire des Ouais. centaines de milliers d'euros. Il faut partir sur une idée qui est beaucoup plus modeste de ce que tu veux accomplir en disant au départ, voilà, je voudrais commencer ce projet, je voudrais tester une idée, je voudrais pratiquer certaines compétences, que ce soit la Mm, création de contenu, mm. que ce soit le copywriting, que ce soit voilà, l'écriture, etc. Même peut-être en démarrant sans avoir d'idée claire de la manière dont tu vas gagner de l'argent. À un certain point, c'est bien de gagner de l'argent. Mais pour réussir un business, il y a plein de compétences, il y a plein de pièces à ce puzzle. Mm. Et du coup, tu peux choisir une pièce et pratiquer. Tu peux commencer à faire des vidéos YouTube juste pour te marrer en disant je vais l'apprendre. Et une fois que j'aurai bien appris comment faire des vidéos, peut-être que je vais essayer d'en faire un truc et de gagner de l'argent avec. Ouais. Et dans ce cas-là, ça va peut-être prendre 6 mois, 3 mois d'expérimentation. Mais soyons honnêtes, qu'est-ce que tu aurais fait avec ce temps, quoi? Enfin, une fois, j'avais quelqu'un qui m'a dit comment est-ce que je peux être sûr que mon business va marcher? Et je lui ai fait pourquoi tu as besoin d'être sûr? Il m'a fait parce que j'ai peur de perdre mon temps. C'est La un question, faux tu fais quoi problème. avec ce temps? C'est un Si faux ce temps-là, problème. tu as de toute manière le passer sur Ouais. Netflix, je pense que c'est tout aussi épanouissant de faire des vidéos et de travailler là-dessus. Bien sûr. Voilà. Si ton temps après, c'est que tu es, avocat à 300 euros de l'heure, je comprends que ton temps il est précieux et que tu ne vas pas forcément faire un business avec ce temps. Ouais, ouais. Mais la plupart du temps, voilà, tu as tout à gagner à faire un truc, à démarrer plus rapidement, plutôt que de démarrer dans 6 mois, passe ces 6 mois-là à bidouiller un truc qui soit petit, avec une ambition Ouais. qui est inférieure, sans essayer de gagner de l'argent, sans nécessairement essayer de faire ci, faire ça. Pratique des compétences, tu vas apprendre des trucs, tu vas t'amuser, tu vas apprendre ce qui te plaît moins, ce qui marche pas. Et au final, dans 6 mois, tu en seras au même point, sauf que tu auras toutes ces compétences en plus. Mm. Ouais, c'est ça, hein. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ça permet déjà de tester ton marché, ça te permet de tester aussi. Moi, c'est vrai, quand j'ai fait ma première vidéo YouTube, ça va faire bientôt un an. Voilà, j'étais pas du tout à l'aise. D'ailleurs, ça se voit, tous les plans, toutes les 5 secondes, c'était coupé. J'avais tout recoupé parce que je bégayais, parce que j'étais pas du tout à l'aise. Mais ça, après, c'est des choses qui s'apprennent. C'est en pratiquant, tu t'améliores. Et c'est que comme ça, je pense que tu peux, après, obtenir des résultats. Que de ne pas passer à l'action et de t'enfermer un peu dans une prison de peur dans laquelle tu ne vas jamais rien lancer. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça. Donc, alors, t'as eu ce déclic. Ensuite, donc, séduction. Et maintenant, alors, pourquoi aujourd'hui Marketing Mania? Voilà, dis-moi comment t'es passé du coup à Marketing Mania. Parfois, les gens veulent y voir un espèce de grand plan, tu vois, où en gros, tu avais un plan à 7 ans et tu as prévu là où tu allais aller. En réalité, c'est beaucoup d'opportunisme, en fait. Ouais. Donc, dans la séduction, ce qui est passé, c'est que j'ai lancé mon premier produit. Comme je te le disais, ça a été pour moi le déclic de me former au marketing et notamment en copywriting. Donc, l'écriture de pages d'emails de vente. J'ai appris comment faire des webinaires, comment faire des vidéos de vente. Je me suis formé à tout ça. Une fois que j'avais fait mon premier produit sur Monter sa peur, j'ai été chercher à comment grossir mon business. Et il y avait 2 piliers pour grossir mon business. Plus de trafic, Mm. plus de produits. Très Ouais. simple. C'est les deux piliers Plus de, souvent. tra- plus de trafic, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dire à des gens, voilà, on va faire un deal ensemble d'affiliation. Et je vais vous filer un pourcentage sur les produits que vous vendez via votre site. Eux, ils me posaient une question, c'était OK, combien est-ce que tu rapportes par clic? En gros, quel est ton earning per click? Donc, combien est-ce que tu rapportes par clic? Mm. Et du coup, est-ce que c'est rentable pour moi de t'envoyer du trafic? Et donc, du coup, j'ai commencé à comprendre que le pilier numéro 1 de mon business, c'était mon taux de conversion, plus que mon volume de trafic. Parce qu'en réalité, sur ce business, j'ai jamais eu beaucoup de trafic, mais j'avais des bons taux de conversion. Et du coup, je pouvais faire des deals en affiliation avec des gens qui, pour le coup, eux, avaient beaucoup de trafic, Mm. notamment via Google. Mm. Donc, j'étais fort pour convertir. Donc, du coup, je me suis spécialisé là-dessus et je me suis spécialisé sur la conversion. Deuxième pilier, créer plus de produits. Le problème, c'est que moi, il y avait un truc que je connaissais bien en séduction, c'était ce truc de la peur. Mais derrière, voilà, c'est des produits qui prenaient longtemps à faire. Donc, j'ai commencé à aller voir des coachs qui étaient des coachs qui étaient très bons en coaching et en séduction et sur différents sujets précis de la séduction, mais qui n'étaient pas forcément les meilleurs marketeurs au monde. Ça ne les intéressait pas trop. Mm. Et je vais voir ce gars et je fais, vas-y, on va faire un produit ensemble. Moi, je m'occupe du marketing. Toi, tu t'occupes du produit. Et donc, du coup, je me retrouve en fait à faire à faire principalement que du marketing, en fait, que des pages de vente, Mm. euh, que des emails de vente, que des vidéos de vente et à parler beaucoup de ce que je fais à différentes personnes dans le milieu. Et de fil en aiguille, pas mal de monde dans le milieu de la séduction vient me voir en me disant tiens, Stan, j'ai entendu parler que tu étais pas mal sur tout ce qui était conversion et que tu avais des bons chiffres. Et machin m'a dit que tu avais fait des bons chiffres sur le lancement.
Donc, est-ce que tu pourrais pas m'aider à lancer tel produit, à faire tel truc? Je veux bien tes conseils là-dessus. Donc, ça a commencé sur les gens qui étaient dans le milieu de la séduction, qui avaient entendu parler de moi. Depuis petit à petit, ça a été différents entrepreneurs dans différents milieux. Du coup, j'ai découvert que les gens venaient me voir et toquaient à ma porte pour comprendre comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer leur conversion et vendre de manière plus efficace. Mhm. Je me dis, bien, tiens, là, il y a un besoin intéressant, il y a un marché, il y a un truc qui est intéressant. Donc, je vais faire un site où je vais parler d'optimisation des conversions, d'A/B testing, et je vais parler de tout ça euh, pour essayer de capitaliser un peu sur ce marché, pour avoir une offre assez spécifique. Mhm. Et à l'époque, je pensais beaucoup plus faire de la prestation de service. J'ai commencé en faisant de la prestation de service sur l'A/B testing et sur l'optimisation des conversions. Et après, j'ai pivoté et pendant tout un moment, je faisais sur Marketing Mania principalement de la pub Facebook en fait. J'avais un truc de Ouais, consultant en pub Facebook. Donc, j'ai publicité. pas mal rebondi là-dessus dans les départs de Marketing Mania pour trouver vraiment le bon positionnement et la bonne combinaison Mhm. entre ce que je proposais, ce qui pouvait être unique, tu vois. Ce message parfait, comme sur la séduction, ça m'a pris un moment à le trouver et j'avais rebondi entre des trucs plus larges, des trucs plus précis, différents trucs jusqu'à trouver le bon ton, la bonne niche par rapport à ce que je voulais proposer. Ouais. Sur le marketing, ça m'a aussi pris. En gros, entre le moment où j'ai commencé Marketing Mania et le moment où le modèle que j'ai actuellement a commencé à faire clic, ça a pris quasiment un an. Un an, ouais. Ok. Ok. Mm. Ok. Mais entre-temps, voilà, j'avais des trucs. Tu vois, je faisais de la pub Facebook. J'étais consultant, donc il se passait des choses et je faisais des Mhm. trucs et j'avais du revenu. Mais je sentais que j'étais toujours pas encore exactement là où je voulais être. Donc, je continuais à tester des choses et à itérer, à lancer des vidéos, à faire des podcasts, à faire des Ouais. articles, à tester différents types de services. Tu vois, je testais pas mal de choses. Et en gros, le moment où je considère que ça a fait clic pour la première fois, c'est le moment où j'ai combiné la chaîne YouTube et les formations en ligne et que j'avais tous ces ingrédients-là en main. En main, ouais. Alors, ta chaîne YouTube, moi, c'est aujourd'hui la plateforme que je recommande, hein. YouTube, c'est pour moi la plateforme numéro un aujourd'hui. Donc, tu as démarré ta chaîne YouTube il y a combien de temps, à peu près? Il y a 4 5 ans, non? J'ai mis mes premières vidéos en ligne début 2016, Ouais, mais j'en ai mis que trois et c'est tout parce que à l'époque, j'étais vraiment consultant Facebook à plein ouais. temps Mm. et du coup, j'avais pas vraiment de temps de faire des vidéos YouTube et ça n'avait pas forcément d'intérêt pour moi d'en faire. Et j'ai repris sérieusement et je considère que la chaîne a vraiment démarré en août 2016. Donc, Ok, c'était il y a 3 ans presque et demi. 3 ans et demi à peu près, ouais. Et alors, comment justement tu passes de 0 abonné à aujourd'hui 300 000? Tu es le numéro un aujourd'hui en France sur la chaîne du marketing. Alors, comment tu as fait pour arriver à 300 000 abonnés quasiment? Quel est ton secret? Pour moi, sur YouTube, il y a un concept qui est le plus important, c'est le concept de format. Et en fait, le format, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert pour la première fois dans le seul stage que j'ai fait en école de commerce, qui était un stage dans une boîte de production télé. Hmm. Une boîte qui produisait des émissions de télé du type des jeux télévisés, des émissions genre koh ce genre de trucs. Tu vois. Hmm. Pas cette émission en particulier, mais ce genre de trucs. Et en fait, eux, ils réfléchissent en termes de format. Ce qui est important, c'est pas de faire une bonne émission. Ce qui est important, c'est de faire une émission que tu peux faire pendant 10 saisons et que tu peux vendre dans 50 pays. Le Hmm. format le plus, enfin le format par exemple koh c'est un format très connu qui est Survivor, qui existe dans énormément de pays. Ouais, Qui veut gagner des millions, ça existe partout. Tu avais ouais. le Hmm. Slumdog Millionnaire où tu voyais que le même format, en fait, c'est en Inde, la même musique, le même plateau, c'est la même. Exactement la même chose, ouais. Ouais, ils vendent le concept Donc, après. Hmm. donc, eux, ils réfléchissent en termes de format. Quel est un format qu'on peut trouver qui est unique, qui est répétable et comment est-ce qu'on construit ce format? Quelle est la structure de chaque émission? Quel va être l'arc narratif, etc. Et ça, je pense que c'est un concept qui est très utile sur YouTube. Comment ça s'applique? C'est que sur YouTube, tu peux faire une bonne vidéo qui Hmm. peut marcher et après, tu fais une vidéo qui ne marche pas. La question, c'est comment est-ce que tu fais pour faire des vidéos qui marchent quasiment à tous les coups? Ou comment est-ce que tu fais pour avoir une chaîne qui est totalement différente de ce qui se fait ailleurs, qui est unique? Et là, ça vaut le coup de réfléchir en format. Quels sont les éléments clés de ton format qui vont le faire fonctionner et comment est-ce qu'une fois que tu pratiques ce format, tu vas pouvoir l'améliorer, le rendre unique et proposer quelque chose que les gens ne peuvent pas trouver ailleurs et en même temps pouvoir itérer sur tes succès d'origine. Hmm. Donc, à l'origine, je suis parti sur un format sur la chaîne YouTube qui est un format d'analyse marketing où je ne montrais pas ma tête, où j'analysais des pages de vente en expliquant les techniques de persuasion qui étaient utilisées.
J'avais quelques bons retours, mais en les revoyant, ces vidéos, il y a un côté un peu sec. Il y a pas mal d'infos. Tout ce que tu vois à l'écran, c'est des screenshots de pages. Ouais, ça reste un petit peu compliqué à garder. Donc, j'ai commencé à me dire comment est-ce que je peux itérer sur ce format. D'abord, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais mettre ma tête parce que si je montre uniquement les pages, c'est un peu sec. Ensuite, Mm. je vais commencer à essayer de trouver différentes manières d'illustrer mes sujets qui ne sont pas juste des screenshots de pages de vente. Et j'ai commencé à voir, est-ce que je ne peux pas illustrer mes concepts de persuasion en prenant par exemple des extraits de films ou de séries, ou en prenant des pubs connues, ou en prenant voilà, des différents sujets. Et là, du coup, j'ai commencé à trouver un format qui est trouver un exemple euh, inattendu et connu que je peux analyser dans un angle marketing pour t'apprendre des concepts de marketing qui vont s'appliquer dans ton business. Une des premières vidéos que j'ai fait sur ce modèle et qui a vraiment bien marché, c'était les 7 techniques de persuasion du loup de Wall Street. Oui, Si tu regardes aujourd'hui cette vidéo, tu vois une version embryonnaire du format que j'ai aujourd'hui. c'est vrai, c'est vrai. Il y a le format d'analyse, il y a les extraits, il y a la structure, il y a les différents concepts. Tu vois qu'au niveau du montage, on n'est pas là. Au niveau du rythme, on n'est pas là. Au niveau de la manière dont je parle, on n'est pas encore là. Au niveau du décor, c'est l'enfer, ça ressemble à rien. Mais tu vois les graines du format que je suis en train d'optimiser. Et Exact. petit à petit, vidéo après vidéo, je vais peaufiner ce format. Je vais rendre mes scripts toujours plus dynamiques. Je vais rendre mes concepts toujours plus forts. Je vais rendre mes extraits toujours plus pertinents. Et je vais peaufiner petit à petit ce format. Ouais, Mais une fois que j'ai peaufiné ce format, j'ai essentiellement un truc qui est répétable. Donc là, en 2019, j'ai eu une année incroyable sur YouTube. c'est vrai. J'ai publié 9 vidéos et je suis passé de 175 000 abonnés à 294 000 abonnés. Donc, j'ai gagné 115 000 abonnés, quelque chose comme ça, euh, en 9 vidéos. Ce qui est Mhm. absolument incroyable. Et en fait, tu regardes les vidéos que j'ai faites, qui prennent tous ce format qui est à ce stade déjà bien peaufiné, Mhm. elles ont quasiment toutes marché. Donc, j'ai enchaîné en fait sur le début de l'année euh, une vidéo sur le jeu vidéo Fortnite, une vidéo sur le groupe de rap PNL, une vidéo sur l'affaire Lama Fâché, une vidéo sur Thibaut Inchep versus Squeezie, etc. Des analyses marketing qui reprennent à chaque fois ce format d'analyse avec un exemple qui va te permettre d'illustrer des grands concepts et à la fois je te montre comment l'appliquer dans ton business. Maintenant, j'ai très bien compris comment le structurer, comment l'écrire, comment faire une vidéo qui va avoir une miniature extrêmement forte, une accroche qui va être intrigante, qui va faire entrer les gens dans la vidéo, que les gens vont regarder, etc. Donc, c'est un format que j'ai commencé à maîtriser, que j'ai vraiment peaufiné. Et c'est ça qui a fait en fait la croissance de ma chaîne. Parce que si tu as une vidéo qui devient virale, c'est cool, mais c'est qu'une vidéo. Si tu arrives à comprendre comment ce format peut devenir viral, c'est un truc que tu peux répliquer à l'infini. Aujourd'hui, moi, je pourrais te donner différents exemples de vidéos que j'ai, voilà, des idées que j'ai pas encore le temps d'exécuter. Mais je sais à peu près que ces vidéos, elles vont marcher parce qu'elles répondent à mon format et je sais comment les structurer pour voilà, créer ce résultat que je cherche. Et après, il faut comprendre que le format que moi j'ai, qui est un format d'analyse, qui est un format très écrit, avec un montage, etc., ce n'est pas le format qui va marcher pour tout le monde. Il y a des gens qui ont développé un format de vlog, il y a des gens qui ont des formats de réaction. Il y a Ouais. plein de formats différents qui peuvent fonctionner. Mhm. Mais il faut que tu comprennes qu'une fois que tu as un format et que tu le développes et que tu itères et que tu le peaufines et que tu as trouvé un truc qui fonctionne, tu peux le répliquer et avoir comme ça une croissance qui va être boostée parce que les gens savent ce pourquoi ils viennent chez toi et parce que tu deviens très bon dans ce que tu proposes. Ouais, il faut d'abord en fait se créer son propre format, se l'approprier. Et puis ensuite, il y a un élément aussi justement que tu as appliqué. Quand tu as sorti ta vidéo sur PNL, effectivement, je crois que tu l'as sorti vers avril-mai, à peu près dans cette zone-là. Ils venaient juste de sortir leur dernier album. Je me rappelle de l'affaire de Thibaut InShape et Squeezie avec l'affaire des vidéos à 37 €, quelque chose comme ça. Pareil, il y avait eu un buzz à ce moment-là quand Thibaut a proposé cette prestation de service. Pareil pour Fortnite qui a explosé aujourd'hui énormément, enfin des millions de personnes jouent à Fortnite, donc voilà, tu as aussi profité en quelque sorte de cet intérêt qu'avaient les gens à ce moment-là sur telle et telle chose, en appliquant en plus ton propre format. Et voilà, je pense que c'est les raisons dans lesquelles on peut expliquer ta croissance qui est juste énorme sur YouTube. Donc, marketing, moi je voulais savoir vraiment, tu as ta vision du marketing, mais comment les gens autour voient le marketing? Est-ce que les gens le voient en mal? Est-ce que voilà, le marketing c'est pas bien? Le marketing c'est pour vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui? Voilà.
Comment tu le ressens, ça? La principale différence qu'il y a entre la manière dont moi je vais voir le marketing et la manière dont la moyenne des gens vont le voir, c'est qu'en fait, la moyenne des gens voit le marketing comme étant un peu une surcouche qui est ajoutée a posteriori sur un produit pour essayer de te le refourguer, Ouais. mais qui ne touche pas à l'essence du produit. Alors que moi, quand je réfléchis au marketing, pour moi, le marketing, ce n'est pas la pub. Ce n'est pas la campagne à la télé, ce n'est pas la pub dans Mmh. le métro, ce n'est pas le packaging. Pour moi, le marketing, c'est vraiment le mot market qui est dans le mot, c'est le marché. Donc, Marché, c'est ouais. l'ensemble des personnes qui vont acheter ton produit. D'un coup, ça te fait penser de manière différente. C'est-à-dire que le marketing, c'est l'art de réfléchir aux besoins du client, ce qui va l'intéresser, ce qui va le persuader. Donc, tu commences par réfléchir à la personne et le choix du produit que tu vas créer un produit plutôt qu'un autre, c'est du marketing puisque tu parles au marché. Mmh. La manière dont tu vas choisir les fonctionnalités qu'il y a dans ton produit, c'est aussi une action marketing. Euh, La manière dont tu vas communiquer aussi, la manière dont tu vas raconter ton histoire, c'est évidemment une action marketing. Mais pour moi, le marketing, c'est quelque chose qui est tout ce qui est dans l'entreprise, l'art de réfléchir aux besoins de ton client. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus profond qu'une surcouche. Et tu as un gros problème si tu es là et tu as fait OK, j'ai un produit, il est tout fait. Maintenant, j'ai besoin d'un marketeur pour coller une étiquette dessus et pour aller le refourguer aux gens. Mmh. Si ton produit à la base ne part pas de quel est le marché cible, quel est le besoin que je résous, qu'est-ce que je peux apporter aux gens, n'attends pas qu'un marketeur puisse venir et te dire abracadabra, j'ai mis de la poussière marketing dessus et d'un coup, il Je va vais se vendre. je vais vendre n'importe quoi. Ouais, ça c'est pas possible. Donc, c'est comme ça que je vois. C'est la principale différence que j'ai. Et du coup, euh, la partie visible du marketing, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est la pub, c'est la communication, c'est les vidéos. Toute la réflexion qui se trouve derrière en amont de stratégie, de positionnement, de choix du produit, de que mettre dans le produit, de que prioriser, ben ça, tu ne la vois pas. Mais Mmh. c'est tout aussi important et c'est probablement plus important parce que tu ne peux pas nécessairement le résoudre a posteriori. Mmh. Mmh. Donc ouais, le marketing, c'est vraiment l'essence. C'est là où tu définis un produit qui va correspondre aux besoins de tes clients. Et il faut, comme tu dis, il faut pas partir de l'inverse, c'est-à-dire créer un produit voilà, comme ça sur un coup de tête et après se dire le marketing derrière va m'assurer la vente et la diffusion de ce produit. Donc ouais, c'est intéressant parce que je pense que la plupart des gens aujourd'hui qui connaissent pas trop le marketing voient justement cette chose-là. Ok, donc on va parler un petit peu des business en ligne. Moi, donc c'est quelque chose dont je parle maintenant sur mes réseaux depuis bientôt un an. Et j'ai beaucoup de personnes voilà, qui veulent se lancer sur Internet. Voilà, ils ont des doutes, ils ne savent pas trop comment se lancer, ils ne savent pas trop comment démarrer. Je voulais savoir pour toi, quelle est la première étape, voilà, la première chose à faire, la première étape pour partir, pour créer un business en ligne en partant de zéro aujourd'hui, en 2020 maintenant. Ben, il y a un bon argument pour faire ce qu'on a dit tout à l'heure et juste en fait choisir une compétence et la pratiquer, que ce soit la création de Mm. contenu, que ce soit le copywriting. Il y a un bon argument pour dire que tu veux partir comme ça. Pour les gens qui disent non, moi, j'ai pas envie juste de pratiquer des compétences, je veux directement démarrer un business et faire quelque chose. Je dirais très bien. Dans ce cas-là, le point de départ est là où les gens font souvent l'impasse et avec lequel je travaille beaucoup avec mes clients. C'est de réfléchir de manière profonde aux clients que tu vas cibler et aux problèmes surtout que tu vas résoudre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que un business ne peut pas juste faire un truc qui est cool pour les gens et qui est pas mal. Il faut Ouais. que le business réponde à un vrai besoin et un vrai problème. Et moi, je réfléchis en termes de problème et j'utilise l'acronyme DUR pour douloureux, urgent et reconnu. Plus Mm. ton problème est dur, plus tu vas pouvoir facilement vendre un produit. Donc, douloureux, les gens souffrent de ce problème. Ce n'est pas juste quelque chose qui serait cool de résoudre, mais c'est quelque chose qui leur pose vraiment une douleur au quotidien. Urgent, plus le problème est urgent d'être résolu, plus les gens vont être motivés pour le résoudre. Donc, par exemple, si tu dis aux gens, voilà, prenez mes vitamines et quand vous aurez 80 ans, bah, vous aurez moins de chances d'avoir Alzheimer. Mm. Il n'y a pas d'urgence. Je pourrais faire ça maintenant, je pourrais le faire l'année prochaine, je pourrais le faire dans 5 ans. Il n'y a pas d'urgence. S'il n'y a pas d'urgence, les gens ne passent pas à l'action. Inversement, ça serait l'aspirine, tu vois. Si tu as une migraine actuellement et que ça te fend le crâne, Mm. tu veux la solution maintenant, tout de suite. Donc, plus le problème est urgent, plus tu vas être motivé pour le résoudre. Et troisièmement, reconnu, ça c'est un élément très important, c'est que si les gens n'ont pas conscience d'avoir un problème, ça va être très dur de les convaincre qu'ils ont un problème. Si les Mm. gens n'ont pas conscience que la viande, c'est mauvais pour la santé, c'est peine perdue d'essayer de les convaincre qu'il faut arrêter de manger de la viande. Ce que tu devrais faire, si tu fais un produit pour les végétariens, c'est cibler les gens
qui sont déjà convaincus, Bien qui sont sûr. déjà convaincus d'avoir un problème et qui sont déjà convaincus qu'ils veulent résoudre quelque chose. Donc, par exemple, dans mon Une cas, étape en moins, ouais. si je te parle de business en ligne, moi, ça m'intéresse de parler qu'aux gens qui sont déjà intéressés pour monter un business en ligne, qui savent déjà qu'ils ont un problème, qui savent déjà. Ça ne m'intéresse pas de prêcher à la moyenne des gens que le business en ligne, c'est génial, parce que s'ils ne sont pas convaincus, ils ne sont pas convaincus et ça va être un boulot énorme de les convaincre. Donc, un exemple typique là-dedans, c'est la personne qui débute et qui se dit, tiens, j'ai une idée de génie, je vais faire une agence qui aide les PME à se développer sur les réseaux sociaux, à être présente sur Facebook et sur Instagram. Et pour ça, je vais cibler des PME qui sont nuls sur Instagram. Donc, je vais cibler mon boulanger du coin, mon serrurier du coin et je vais leur expliquer comment se lancer sur Instagram. Effectivement, ils ne sont pas dessus, ils ne sont pas présents, ils ont un besoin et tu pourrais les aider potentiellement. Et peut-être même que tu pourrais les aider à trouver des clients. Ouais. Mais le problème, c'est que si eux, ils pensent que ça ne sert à rien et ils pensent que ça ne va pas les aider, le boulot de les convaincre va être un boulot monstrueux. Ça va être une lutte. Tu ne vas pas pouvoir vendre ton produit à un coût raisonnable. Tu vas galérer. Voilà. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple de cibler les gens qui ont déjà une stratégie sur les réseaux sociaux, qui ils voient déjà une valeur, qui ils mettent déjà un effort, qui voient déjà un investissement, mais qui ne sont pas satisfaits de leurs résultats et qui voudraient avoir un meilleur résultat grâce à ton aide. Ouais. Donc, voilà, le problème dur, douloureux, urgent et connu, je pense que c'est une bonne manière d'y réfléchir. Et là où les gens passent à côté souvent, c'est que les gens ont une idée assez vague en fait. Je voudrais aider les gens à vivre une vie plus heureuse. Je voudrais aider les gens à devenir plus productifs. Le problème, c'est que tu me dis, OK, c'est quoi aujourd'hui ma douleur? C'est quoi aujourd'hui ce qui fait que la nuit, je me réveille, je me dis, ah putain, j'ai un problème, j'ai une souffrance. Qu'est-ce qui fait que je me plains à mes amis d'avoir un problème dans la vie? Qu'est-ce qui fait que je suis jaloux de personnes qui ont résolu ce problème? Et à partir du moment où tu raisonnes de manière douleur, tu ne veux plus te reposer sur des platitudes. La productivité, ce n'est pas une douleur. Moi, j'ai une formation sur la productivité et la douleur qu'ont les gens, c'est de dire voilà, j'ai l'impression de bosser toute la journée et la fin de la journée, je me dis mais qu'est-ce que j'ai accompli quoi? Où sont passées mes heures? J'ai l'impression de ne pas avoir avancé. Et là, c'est une vraie douleur. C'est un problème qui peut être reconnu chez certains entrepreneurs. C'est un problème qui peut être urgent. Si tu te dis bah voilà, ça fait 1 an que je bosse et je pensais avoir fait tout ça et au final, j'ai fait que ça. Et tous ces trucs qui étaient super importants pour moi, je ne les ai pas accomplis. Pourquoi tu vois? Mais il faut que les gens aient reconnu qu'ils aient un problème. Je ne vais pas convaincre quelqu'un qui est satisfait de son travail qu'il a un problème de productivité. Et donc, tu vas devoir penser de manière beaucoup plus précise et probablement tu vas devoir réduire ton marché cible et ton avatar client à un point où tu as presque l'impression d'être trop niché. Il y a un acronyme, enfin pas un acronyme, il y a un dicton que les Américains utilisent, c'est niche until it hurts. Rentre dans une niche et devient de plus en plus ciblé jusqu'à ce que ça fasse mal de dire à quel point tu t'adresses à un client précis. Et tu devrais de temps en temps avoir des gens qui te contactent et où tu veux leur dire non, écoutez, voilà, ce que je propose, ce n'est pas pour vous. Parce que, pour le coup, pour les gens qui ont ce problème, tu es la solution rêvée et tu leur apportes une valeur qui est exactement ce qui est recherché. C'est ça qui va te permettre d'être différent et c'est ça qui va te permettre de convaincre. Parce qu'un produit qui serait pas mal, mais vite fait, tu ne l'achètes pas. Ouais. Il faut que le produit, vraiment, il soit un truc significatif, qui fasse un changement énorme dans ta vie pour que tu sois prêt à l'acheter. Si c'est juste un truc cool, intéressant, ouais, c'est pas mal, c'est intéressant ce que le gars raconte. C'est le piège dans lequel peuvent tomber les youtubeurs. La barre à laquelle les gens vont regarder une vidéo parce que ce que tu racontes, ça les intéresse, et la barre à laquelle ils vont payer, entre les deux, la différence, c'est qu'ils ont un problème dur. Ouais. Tu peux regarder des vidéos d'un youtubeur qui te raconte des trucs intéressants et qui te parle de ses histoires, mais tu ne vas pas le payer des dizaines, des centaines, des milliers d'euros pour un produit, sauf si ce produit résout un problème concret dans ta vie. Donc, se focaliser sur la douleur, c'est ce que tu recommanderais. Focaliser sur la douleur et plutôt que de trouver, on va dire, une solution à un besoin qui sera moins, justement, moins douloureux. Ok, alors maintenant, pour toi, on va dire que cette personne a lancé son business. Quelle serait l'erreur numéro 1 qui provoque l'échec d'un business? Je dirais qu'une des erreurs majeures, ou plutôt une des questions majeures que les gens peuvent avoir, c'est de savoir, OK, quand tu démarres quelque chose, il est peu probable que la stratégie de démarrage que tu as marquée sur ton petit cahier marche dès le départ. C'est assez rare. Quelqu'un se dit, OK, je vais faire ci, je vais faire ça. Il exécute son plan et d'un coup, bim, bam, boum, tu vois, il a un business qui fait 10 000 euros par mois. C'est très, très, très rare. Quasiment toujours, il faut changer de stratégie au fil du temps. Il faut itérer, il faut optimiser tes éléments. Donc, la question qui se pose, ça devient comment est-ce que tu sais si
ta stratégie actuelle, elle est bonne et il faut juste persévérer jusqu'à atteindre des résultats. Puisqu'on sait que, notamment si tu crées du contenu, voilà, tu fais une chaîne YouTube, au départ, tu n'auras pas beaucoup de vues. C'est un donné. Tu vois. Comment est-ce que tu sais si tu Évidemment. devrais persévérer sur ta stratégie actuelle pour avoir les résultats ou comment est-ce que tu sais si cette stratégie actuelle n'est pas bonne et tu dois la changer pour pouvoir réussir. Et ce n'est pas évident de répondre à cette question en réalité. Donc, il n'y a personne pour te dire quoi faire. Il faut que tu puisses trouver un moyen de le décider. L'algorithme que moi je donne aux gens, Mm. c'est deux choses. D'abord, c'est de partir sur un système que j'appelle la méthode de 90 jours, c'est-à-dire partir sur des plans de 90 jours et tous les 90 jours faire le bilan de ce que tu as accompli par rapport à ton plan et réfléchir si ta stratégie d'origine était bonne ou est-ce qu'elle était mauvaise. Si tu pars sur le principe que sur YouTube, tu veux démarrer une chaîne et que ça pourrait être une bonne source de trafic pour toi, que tu démarres au bout d'une semaine, tu n'auras pas vraiment de résultat. Par contre, au bout de 90 jours, tu auras quand même une idée de dire est-ce que je commence à avoir quelques retours, je commence à avoir quelque chose qui est en train de se passer ou est-ce que pas du tout. Est-ce que je trouve que faire des vidéos YouTube, c'est intéressant, c'est cool, j'ai envie de continuer ou est-ce que c'est l'enfer, ça m'embête complètement et j'ai pas du tout envie de continuer à faire ça. Donc, tu auras des points de données au bout de 90 jours. Tu auras suffisamment de temps sur la stratégie pour commencer à pouvoir prendre une Mm. décision cette fois-ci qui va être informée. D'un autre côté, c'est pas non plus se dire ok, je débarre une chaîne YouTube et coûte que coûte, je vais continuer sur YouTube. Parce que tu pourrais très bien continuer sur YouTube pendant 1 an et demi et si ça se trouve, ton marché cible n'est pas sur YouTube. Ou si ça se trouve, ton idée de base n'est pas la bonne ou si ça se trouve, tu te trompais. Donc, Mm. persévérer à tout prix, ce n'est pas forcément la bonne stratégie. Tu vois. Donc, j'ai bien ce concept des 90 jours pour pouvoir avoir cette occasion de faire le bilan et de dire est-ce qu'il faut que je pivote sur quelque chose d'autre. Si tu pars sur des plans de 90 jours, mine de rien, en 1 an, tu auras eu le temps d'exécuter 4 stratégies différentes. Tu auras eu 4 occasions d'entièrement repivoter. Et la stratégie et les décisions que tu vas prendre après 3 plans de 90 jours où tu as exécuté tes trucs, tu as eu des retours clients, tu as eu des résultats décevants ou satisfaisants, tout d'un coup, tes décisions, elles vont être meilleures au fil du temps et tu te bases plus sur le plan qui a été écrit à une époque où tu ne connaissais rien, tu n'avais jamais lancé un site, tu n'avais jamais fait une vidéo. Et ça te permet d'itérer au fil du temps et de vraiment faire le bilan de là où tu en es et de vraiment comprendre si tu es sur la bonne voie. Mm. Et encore aujourd'hui, moi, je travaille comme ça. Les plans de 90 jours, je les fais depuis 2014. Donc, ça a l'avantage d'être une des rares méthodes de productivité qui a tenu pour moi. J'ai testé plein de méthodes et au final, c'était super compliqué. Je les faisais pendant un moment et après, je les abandonnais. Les plans de 90 jours, je le fais depuis des années. Et c'est quelque chose qui continue à me guider, tu vois, à me dire, OK, est-ce que ce trimestre-là, j'ai envie de faire plus de vidéos? Est-ce que j'ai envie de tester des nouvelles idées? Comment est-ce que j'équilibre ça? Et je mets en place des hypothèses en me disant, bah, tiens, je pense que si on lance un pôle de coaching, par exemple, c'est un truc qu'on a fait cette année, on Mm. lance un pôle de coaching, on va essayer d'avoir tant de clients sur la partie coaching, on va voir ce que ça donne. Et à la fois, ça me permet de prendre des risques sur 90 jours en me disant, si ça ne paye pas, dans 90 jours, on aura testé Arrête. quelque chose et Mm. ça aura été un test. Mm. Donc, on n'est pas engagé à vie sur un truc, on n'a pas peur de se lancer dessus. Et à la fois, si ça fonctionne, je rempile dessus. Et un petit truc que tu commences sur 90 jours, comme par exemple pour moi, tiens, ça pourrait être cool de faire quelques vidéos YouTube. Rempiler sur une échelle de 3 ans et demi, ça commence à faire quelque chose qui est intéressant. Ouais. 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 Donc, ce système de cycle sur 90 jours, donc à peu près 3 mois, oui, te permet en fait d'avoir du recul et de savoir qu'une idée de business, une idée de stratégie, de lancer, je sais pas, un nouveau produit sur sur ton business en général, ça te permet comme ça d'avoir un retour et éviter de rester bloqué sur une seule et même stratégie qui peut par la suite s'effriter ou même ne pas fonctionner du tout. Donc le concept est super intéressant, ouais. Je trouve que c'est super intéressant. On va parler maintenant un petit peu de ton livre. Voilà, tu as sorti donc ton livre qui s'appelle Votre empire dans son sac à dos. Alors pourquoi tu as choisi ce titre, même si je pense avoir quelques idées? Dis-moi tout. Ouais, donc le livre s'appelle Votre empire dans un sac à dos. Et on pourra parler d'ailleurs des différentes itérations du titre. Euh, pourquoi est-ce que je l'ai appelé comme ça? En gros, j'ai réfléchi en termes de qu'est-ce qui était important dans un titre de livre et qu'est-ce qui n'était pas important en fait. Et j'ai découvert que pour un titre de livre, ce qui était le plus important, c'est d'avoir quelque chose qui va être mémorable et qui va avoir un certain impact émotionnel, où les gens vont s'en souvenir. Et donc, tu peux facilement tomber dans des titres, et notamment, nous, on a beaucoup brainstormé des titres, et on tombe facilement dans des titres assez génériques. Par exemple, si j'avais dit euh, votre entreprise dans un sac à dos, ok, super, tu vois, c'est du nomadisme digital, etc. Donc, pourquoi est-ce que je choisis le terme empire en particulier? Le terme empire, il est là pour les citer une certaine réaction.
d'abord, il y a un côté visuel. Enfin, c'est un truc super gros dans un sac à dos, c'est qu'il y a un Mm. truc petit. Il y a une espèce de paradoxe et c'est un truc qui est un peu mémorable parce que c'est un peu une contradiction. Mm. De l'autre, il y a le terme empire en soi qui est choisi de manière très délibérée pour évoquer deux émotions. La première émotion, c'est une espèce de réaction, c'est un peu polarisant. Les gens sont un peu ambivalents par rapport à ça. C'est-à-dire, l'empire, ouais, mais c'est un peu militaire, c'est un peu conquérant, c'est un peu agressif, c'est un peu la conquête. Moi, c'est pas vraiment la vision que j'ai. Moi, je veux vraiment faire un truc pour être libre, pour être sympa, etc. Et maintenant, si tu prends le principe que tu donnes un terme un peu plus bisounours, une activité, votre passion, votre business, etc., ça devient beaucoup moins intéressant en termes de contraste. J'aime bien ce côté un peu polarisant où ça challenge un petit peu les gens. À dire, voilà, moi, forcément, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, un empire. Mais un empire, qu'est-ce que c'est? C'est ton empire, c'est quelque chose que tu peux contrôler. Et moi, Mm. c'était la vision que j'avais dès le départ dans le business. Pas forcément de devenir riche, pas forcément de devenir connu, pas forcément de pouvoir faire ci ou ça. C'était l'idée de me dire, je peux avoir un truc que je contrôle à 100%, je peux en faire ce que je veux, je peux l'amener dans la direction que je veux. C'est un peu comme un petit jardin que je peux cultiver. Et voilà, personne ne va me dire quoi faire et j'ai un peu le contrôle absolu de cette petite parcelle de trucs. Et donc, ton petit empire qui ne te rend pas forcément millionnaire, qui ne te permet pas de conquérir le monde, qui ne te permet pas d'être milliardaire, mais c'est à toi. Tu en fais ce que tu veux. Et tu peux l'amener un peu n'importe où dans son sac à dos et tu peux le contrôler. Et pour ça, tu vois, je trouvais que c'était un concept qui était assez mémorable. On a beaucoup brainstormé en interne, à la fois avec l'éditeur avec qui je fais le livre et à la fois avec mon équipe chez Marketing Mania. Et on n'arrivait pas à faire mieux que ça. On avait des trucs qui étaient beaucoup plus, tu vois, prosaïques, beaucoup plus littéral. Donc, j'ai un sous-titre pour le livre qui est pour le coup beaucoup plus, tu vois, direct sur la promesse. Et le sous-titre, c'est décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. Ce qui est beaucoup Ouais. plus prosaïque, si tu veux. Ouais. Mais maintenant que je t'ai dit les sous-titres, il y a 2 secondes, la plupart des gens l'ont déjà oublié. Donc, quand ils vont le lire, c'est bien, il y a la Mm. promesse. Ouais, Mais les gens vont se souvenir, ouais, Stan, il avait un bouquin et c'était un empire et un sac à dos. Tu le tapes sur Google, tu le retrouves directement. C'est mémorable, tu t'en souviendras. bien sûr. Mm. Mm. Donc, empire, ok, mais alors la question c'est comment tu passes d'un business en ligne justement à un empire, comme tu l'expliques dans le livre et dans le titre du livre. Mm. Pour moi, l'empire, il commence dès le départ. C'est-à-dire que pour moi, avoir un petit site, avoir un blog, avoir mon propre podcast quand j'ai démarré dans la séduction et faire ma truc, avoir ma propre liste email où je peux écrire des emails aux gens et je l'envoie aux gens et les gens les lisent, c'est déjà un truc de ouf. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir Ouais, vraiment ce petit média que je pouvais ouais, contrôler, je pouvais en faire ce que je voulais, qui ouais. n'était pas encore un truc énorme, mais voilà, j'avais ce truc-là et je pouvais le faire et j'avais une idée, je l'implémentais et ça le faisait. Et c'est pour ça que pour moi, l'empire, il commence en jour 1. Tu vois, l'empire, c'est pas une question de tu as un truc énorme, tu as un business énorme. Parce qu'après, tu pourrais dire, bah écoute, Stan, est-ce que toi, tu as vraiment un empire? Tu vois, il y a des gens qui ont des business qui font 100 fois ta taille, qui font des milliards. Voilà. Tu vois, ça pourrait se questionner. Mais pour moi, c'est vraiment une question de un truc que tu contrôles. Alors après, ce que tu vas découvrir, c'est que quelque chose qui semble petit au départ, plan de 90 jours après, plan de 90 jours après, plan de 90 jours sur plusieurs années, il y a un effet boule de neige et ça commence à devenir quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire Mm. que moi, et j'avais revu les chiffres récemment et j'espère ne pas les massacrer, mais j'ai commencé ma chaîne YouTube et au bout de 6 mois, j'avais, mettons, 6 000 abonnés. Mm. C'est 6 bien. mois plus tard, donc au bout d'un an, j'avais 60 000 abonnés. Ouais. 6 mois plus tard, j'avais 150 000 abonnés. Enfin, un an plus tard, j'avais 150 000 abonnés. Un an plus tard, j'avais 300 000 abonnés. Tu vois ce que je veux dire? C'était un effet où au départ, ça a commencé, c'était de l'échelle de je gagnais quelques centaines d'abonnés par mois et Mm. j'étais content. Et d'un coup, je gagnais un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et il y a vraiment un effet boule de neige sur le temps. Mm. Et les petites choses s'additionnent. Voilà, faut prendre parfois quelques années, mais quelque chose s'additionne. Les petites choses s'additionnent pour avoir un effet assez intéressant. Mm. Surtout si tu prends avantage de tous les outils Internet. Donc, par exemple, sur YouTube, l'effet de levier tout simplement de l'algorithme de recommandation, Ouais, c'est vrai. mais aussi le fait que sur Marketing Mania, ça fait des années que j'écris des pages de vente, que j'écris des emails de vente, que je crée des produits. Beaucoup de ces trucs que j'ai créés en 2016, 2017, 2018 sont encore là. Et Mm. donc, ce que je suis en train de faire, je suis toujours en train de construire des nouveaux bâtiments dans mon empire. Je fais une nouvelle Mm. province, j'ouvre un nouveau truc, j'ouvre une nouvelle route, etc. Tu vois, Ouais. petit à petit, je l'améliore. Et même si il n'y a jamais un moment où, poum,
tu vois, tout se transforme du jour au lendemain. Même pour les croissances qui semblent explosives comme la mienne sur YouTube, C'est petit à au, au petit. fi- au final, voilà, dans ma perception, c'est j'ai construit des briques et au bout d'un moment, ça a commencé à s'accélérer. Mais c'est comme ça que tu peux voir la progression. Et du coup, tu peux trouver une grande satisfaction dans le fait de faire un business Mm. qui fait quelques centaines d'euros par mois, qui c'est modeste, ça ne te fait pas encore vivre, mais tu sais que ce truc-là, tu peux continuer à le cultiver, gagner des pourcentages par-ci par-là, trouver un nouveau produit par-ci par-là, une nouvelle source de trafic par-ci par-là. Et tout d'un coup, ça commence à construire quelque chose qui devient intéressant. Ouais, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Moi, je vois bien le retour maintenant que j'ai depuis un an. Et c'est vrai qu'au début, voilà, tu crées quelque chose, c'est compliqué. Au début, t'as pas. Voilà, tu prends l'exemple de YouTube, par exemple. C'est vrai que mes premières vidéos, j'avais pas de vues. C'est compliqué au début, tu te sens un peu seul. Et en fait, au fur et à mesure, tu gagnes des vues, tu as des prospects après qui deviennent forcément pour la plupart des clients, etc. etc. Tu as cet effet boule de neige, au début tu fais zéro, après tu fais quelques centaines d'euros jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Et, euh, et après tu vas trouver une nouvelle source de trafic, tu vas trouver de nouveaux business, tu vas implémenter une nouvelle chose, tu vas créer une chose en plus sur ton business, comme une agence par exemple de consulting, une boutique e-commerce, des choses comme ça. Et petit à petit, tu vas t'étendre, tout va monter avec un effet de boule de neige. Et c'est ce qui va, je pense, dans ta définition, te permettre de passer d'un simple business en ligne très modeste avec juste un blog, une page de vente, une petite formation, un petit produit, à quelque chose qui est super large avec plein de produits, en plus de l'affiliation, etc. Voilà, mais je pense qu'il faut vraiment se dire que quand on débute, on part sur un petit truc, un petit produit, un petit business, et après on peut le transformer comme ça jusqu'à un empire, comme tu l'expliques dans ton livre. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu dans ton livre, de quoi tu vas parler concrètement? Donc, le sous-titre, en fait, est un bon résumé parce que le livre a 4 parties. Ouais. La première partie parle de ce qu'on a parlé tout à l'heure d'ailleurs sur le marketing et de ce que c'est vraiment le marketing et te cale ça et te dit en fait que le marketing, c'est une affaire de besoin. Deuxième partie du livre, qui est la plus importante, va détailler tous les besoins humains qui peuvent exister et comment est-ce que ces besoins s'appliquent dans différents business avec plein d'exemples différents de différents business. Par exemple, on parle de besoins sociaux. Comment les besoins sociaux se réalisent dans plein de marchés différents et comment est-ce qu'ils peuvent avoir de l'importance dans tout un tas de situations différentes. Une fois qu'on a parlé des besoins, on va parler de comment trouver une idée. Et après, finalement, on va parler de comment vendre ton produit. Mais tout part de cette idée que le marketing, c'est une affaire de besoins. Les besoins que tu peux avoir, les voici. Et voici des exemples dans plein de domaines différents qui vont te permettre de vraiment les trianguler. Parce que si tu as un exemple dans un marché, tu comprends comment l'appliquer là. Mais si tu as des exemples dans plein d'endroits différents, tu commences à pouvoir comprendre, OK, c'est ça le périmètre que je peux avoir et c'est comme ça que ça peut s'appliquer dans mon projet. Ouais. Tu vas découvrir en appliquant, en réfléchissant aux besoins, comment trouver cette idée et ensuite comment utiliser ces besoins pour vendre, à la fois comment trouver du trafic et à la fois comment écrire tes pages de vente pour pouvoir tirer avantage de ce que tu as appris sur la psychologie humaine pour promouvoir ton produit. Hmm. Ok. Donc c'est vraiment complet, voilà, pour pouvoir se lancer efficacement, pour pouvoir lancer efficacement un business en ligne. Écoute, merci Stan, en tout cas, hein, pour avoir répondu à toutes les questions que j'avais. Est-ce que tu auras un mot à dire, un petit mot de la fin? On peut appeler ça comme ça? Hmm. Il y a un truc que j'ai dit, que j'ai utilisé souvent comme mot de la fin dernièrement, parce que les gens me posaient cette question. Et je veux dire que quand moi j'ai démarré, je me comparais vachement aux autres. Je comparais beaucoup mes chiffres aux autres, savoir qui a le plus d'abonnés, qui fait le plus de vues sur YouTube, qui gagne le plus d'argent. Et je pense que c'est quelque chose qui a été assez nocif pour moi pendant assez longtemps, parce qu'en fait j'avais tendance à attribuer à mon succès, à ma réussite, un peu ma valeur personnelle. Et je me disais, bah, si je réussis, c'est que je suis super intelligent. Et si j'échoue, c'est que je suis nul et que telle personne est meilleure que moi, ou j'étais jaloux des autres, ou j'avais une amertume. Je me dis, voilà, cette personne, Hmm. ce qu'il fait, c'est pas terrible, pourtant il réussit vachement bien. Et je pense que j'ai gâché beaucoup d'énergie émotionnelle et beaucoup d'efforts à me comparer aux autres à ce niveau-là. Et en fait, toute cette énergie qui est passée à se comparer aux autres et à voir qui fait quoi, bah, c'est de l'énergie que tu ne passes pas vraiment à réfléchir à ton marché, à ton besoin, aux besoins que tu résous, à ton client cible, etc. Et une chose que tu réalises quand tu… En gros, moi, j'ai eu une période où voilà, j'étais une personne totalement inconnue. Aujourd'hui, je suis une personne que beaucoup de gens suivent sur Internet. Et du coup, j'ai aussi accès à plein d'autres gens que les gens suivent sur Internet ou des gens qui ont des gros business. Hmm. Tu découvres qu'il n'y a, il y a pas de, il y a pas de secret magique tu vois, qui distingue les gens
ultra talentueux qui réussissent, des gens qui ne réussissent pas et qui sont en bas de l'échelle. Tu découvres que ce qui fait qu'une personne va se trouver dans ma position, euh, c'est d'avoir développé les bonnes compétences sur le temps, d'avoir été là pendant assez longtemps, d'avoir pratiqué, d'avoir persévéré sur un truc, Mm. d'avoir trouvé le bon produit pour le bon marché qui correspond aux bonnes forces de l'entrepreneur, tu vois, d'avoir trouvé une bonne formule, tu vois, Ouais. la bonne alchimie entre tout ça Mm. qui va faire la différence. Mais fondamentalement, je ne suis pas plus intelligent que je l'étais il y a 10 ans. Je ne suis pas une meilleure personne tu vois, fondamentalement que j'étais il y a 10 ans. J'ai juste appris différentes compétences, juste pratiqué des trucs et puis j'ai juste tout simplement été là pendant plus longtemps et j'ai eu plus de temps pour construire tous ces actifs, toute cette audience, tous ces produits, toute cette équipe, tout ce réseau qui aujourd'hui me soutient. Et donc, je dirais que c'est dangereux de se comparer aux autres, de voir qui réussit, en combien de temps il a fait, combien de temps ça lui a pris, combien d'argent cette personne gagne, combien d'argent cette personne gagne, et d'imaginer que si tu n'en es pas là encore, c'est une réflexion sur ta valeur personnelle. Mm. Euh, et c'est aussi dangereux d'ailleurs hein, de croire que quand tu as réussi, c'est parce que tu es un génie, tu vois, parce qu'après, Ouais. ça peut te mener à plein d'erreurs et plein Ego de et tout projets ça. mal foutus. Hein. Il y a Ouais, plein ouais. Ouais. d'entrepreneurs qui ont un premier succès et qui ensuite vont se lancer dans un truc complètement mal branlé dans un deuxième projet parce qu'ils croient qu'ils ont la touche d'or, tu vois. Ouais, Aujourd'hui, moi, j'ai conscience d'avoir vraiment un truc spécial avec Marketing Mania. Et si demain, je dois faire un deuxième projet et quand j'ai du nouveau projet, bah, je suis assez conscient de ça, mm. de me dire, OK, voilà, j'ai pas la touche magique. Si on fait un truc, il va falloir que ce soit un produit qui apporte plein de valeur, qu'on ait une bonne stratégie de Ouais, promotion. Il va ouais. falloir reconstruire pièce par pièce ce qui a fait le succès du premier projet. Tu vois, c'est juste, voilà, j'ai conscience qu'il n'y a pas de sauce magique derrière l'écran. Et ça peut décomplexer les gens sur le fait de dire, voilà, tu écoutes une interview de ce type-là et tu dis, voilà, ce que les gens te racontent, c'est vachement intéressant. Mais au final, ce qui a permis à la personne d'arriver là, c'est simplement de mettre un pied devant l'autre, Ouais, que ouais. tout le monde voilà, se lève le matin et, et n'est pas meilleur que toi, tu vois, ou n'est pas spécial par rapport à toi. Et donc, ça a du sens de vraiment te concentrer sur ce que tu as aujourd'hui, sur les opportunités qui sont en face de toi. Voilà, mais il y a plein de gens de qui j'étais jaloux à un moment et que j'ai dépassé. Je suis sûr qu'il y a aussi des gens qui m'ont regardé à un moment et qui ensuite m'ont dépassé. Et voilà, tu vois, ça ne veut rien dire fondamentalement. Et c'est Mm. dangereux. C'est déjà suffisamment dur de faire un business et de prendre des risques C'est vrai. et d'avoir des échecs qui sont inévitables. Puis en plus, tu vas le prendre super personnellement à chaque fois et tu vas en faire une affaire d'ego et un signe de si tu es Mm. une bonne personne ou non. C'est largement pire et c'est encore plus douloureux. Mm. C'est encore plus dur de rebondir. Ok, bon bah voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Voilà, hein, de toute façon, je pense qu'on dispose tous du même temps à partie, à peu près, hein. Après, voilà, comme tu dis, il suffit de mettre un pied devant l'autre. Si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Au début, c'est vrai que ça sera peut-être pas, voilà, vos vidéos seront pas super, votre contenu ne sera pas optimal. Mais c'est après, voilà, petit à petit, vous allez évoluer, vous allez apprendre des choses, vous allez rencontrer d'autres personnes. Voilà, moi, il y a un an, honnêtement, je pensais pas du tout faire une interview de toi. Quand je me suis lancé, j'avais pas encore de vidéo, j'avais rien, j'avais même pas lancé mon blog. Et aujourd'hui, voilà, je t'interviewe, je suivais déjà tes vidéos depuis quelques temps. Je regarde ton contenu depuis un an et demi à peu près quand j'ai commencé à me lancer. Donc voilà, comme quoi, bah, en mettant un pied devant l'autre chaque jour, en avançant, on part de zéro et voilà, tous les 3 mois, si tu veux, tous les 90 jours, on se fait un petit peu une rétrospective de ce qu'on a fait et on avance comme ça, on renouvelle le cycle tous les 3 mois et c'est ce qui nous permet de passer d'un petit business après un empire comme tu en as parlé tout à l'heure. Voilà, bah écoute, merci Stan pour ton temps, merci pour cette interview. Je Merci, mettrai tous les Alexandre. liens juste en dessous en description. Et puis nous, bah, on se retrouve bientôt, futurs cyberindépendants et cyberindépendants, sur ma chaîne YouTube pour toujours plus de contenu. Allez, à très vite et à bientôt Stan. Salut à tous. Salut, Alex.